Donc, bonjour tout le monde. Grosse journée, hein? Ça devient épuisant à la fin, donc je sais que peut-être l'attention n'est pas toute là, mais heureusement pour vous, j'ai quelque chose qui change un peu les idées. Donc, je vais vous présenter un hostie de gros laser pour la science. For those of you in English, I do speak English very well, so if you have questions at the end, no problem. And I don't have many words. Most of it is pictures, so no worries there. Donc, première question qu'on se pose, c'est gros comment un gros laser? Bien, c'est quelques kilomètres de long. Donc, on a l'accélérateur qui est au total 3 km, et on utilise un kilomètre, qui est le kilomètre qui est surligné ici, pour notre laser. Donc, on injecte des électrons qui se font accélérer, et ensuite, ils passent dans les ondulateurs, ce qu'on appelle undulator. Dans les ondulateurs, nos électrons font danser de gauche à droite. Très littéralement, on fait danser les électrons. Et en dansant, ces électrons se transforment en photons qui sont des rayons X laser. Et ça, c'est extrêmement utile, et je reviens là-dessus un petit peu plus loin. Donc, on a nos halles d'expérience qui sont au bout. Donc, le système au complet fait pas tout à fait 2 km pour notre laser présentement. Mais là, l'accélérateur au complet fait 3 km plus le kilomètre d'ondulateur. Donc, on se retrouve à avoir environ 4 km de système. Donc, c'est un très gros système qui nous permet de faire des expériences assez hallucinantes. Donc, en 2009, le département d'énergie des États-Unis a démarré une machine comme aucune autre auparavant. 1 milliard de fois plus brillant que ce qui existait avant, alimenté par l'accélérateur linéaire de l'Université Stanford, presque 2 km de long. LCLS. Le premier laser à électrons libres émettant des rayons X au monde. Avec ce microscope à résolution quasi atomique, les scientifiques ont observé des détails qu'ils croyaient hors de portée. Des réactions chimiques en direct, des électrons se déplaçant au sein de matériaux, le comportement d'atomes au cœur des étoiles et une nouvelle vue sur la photosynthèse. C'est maintenant le moment de la prochaine révolution. Un accélérateur supraconducteur à l'état de l'art. 1000 fois plus puissant, des milliers de fois plus lumineux. De 120 pulses par seconde à 1 million. Une échelle de temps sans précédent, une résolution atomique. Plus d'expérience, plus de données, plus de science et plus de découvertes. LCLS 2. Et c'est là-dessus que je fais mes travaux de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un laser à rayon X? On a vu un petit peu qu'est-ce que c'était dans la vidéo. En passant, ça donne le goût de faire de la science, une vidéo comme ça, non? Ouais. Qui commence à songer à un changement de carrière? Donc, pourquoi un laser à rayon X? Eh bien, parce que les rayons X nous permettent de voir à l'échelle moléculaire. Pardon, je suis en train de m'enfarger dans mon fil. Donc, l'échelle moléculaire et l'échelle atomique. Donc, avec des rayons laser rayons X, on voit de 6 nanomètres à 0,05 nanomètres. Prenez votre cheveu, c'est 100 000 nanomètres. Donc, c'est extrêmement petit ce qu'on est capable d'observer. Et en plus, on parle d'une échelle temporelle où est-ce qu'on est capable d'observer les réactions chimiques, étape par étape. Donc, on prend des photos extrêmement rapidement, des pulses de 10 à 400 femtosecondes. Donc, 1 seconde, divisé par 1 million, divisé par 1 million, divisé par 1000. Et ça, c'est l'intervalle de temps qu'on est capable de capturer avec ce laser-là. L'autre avantage du laser, c'est que contrairement à d'autres modalités d'observation pour voir des atomes,
on est capable de garder des cellules entières vivantes jusqu'à temps que le laser frappe la cellule, on s'entend, mais on a même gardé des araignées vivantes dans les expériences. Et on est aussi capable de reproduire momentanément les conditions qui sont au cœur des étoiles. Ce qui veut dire qu'on est capable de voir comment les atomes interagissent avec les températures et les pressions qui existent dans les plasmas stellaires. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a le laser qui entre à la gauche de l'écran et on a une petite pompe qui dépose ce qu'on veut voir dans le chemin du laser. Et le laser va frapper la molécule ou l'atome et les photons du laser vont diffracter et réfléchir. Et c'est ce dessin de diffraction qu'on va capturer avec des caméras spécialisées. Donc, on a plusieurs caméras. Ici, on en a 2, mais en fait, on en a plusieurs tout le tour qui permettent de capturer comment les photons vont réfléchir sur notre atome ou notre molécule 3D. Et ensuite, avec des techniques de reconstruction d'image, on est capable de recréer en 3D qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on est capable de voir. Et vu que la molécule est dynamiquement en train de changer de forme, on capture à différents instants sa forme et on est capable de reconstruire un film de comment la molécule s'est déplacée et a changé de forme pendant une transformation. Ça ici, c'est une image qu'on a capturée avec une des caméras. Et une image comme ça, c'est à peu près 4 mégabytes. Donc, comparable à ce que vous prenez en photo avec vos caméras, même qu'il y a des caméras de téléphone qui prennent des images avec encore plus de données. Par contre, souvenez-vous, dans la vidéo, on passe à 1 million de pulses, 1 million de photos par seconde de 4 mégabytes, c'est 4 térabytes par seconde qu'il faut capturer pour notre caméra. Après 1 heure, c'est 14,4 pétabytes. Normalement, une expérience, on fait au moins 12 heures. 172,8 pétabytes. C'est un gros chiffre. C'est 588 années de films HD écoutés sans pause pipi. Et on a capturé ça en 12 heures. Et une fois que les scientifiques quittent, il y a un autre groupe de scientifiques qui commence une autre expérience avec un autre 12 heures d'accumulation de données. Et ça, 24 heures sur 24, 6 mois par année. Et ça, c'est un seul de nos détecteurs. J'ai dit, il y en a plusieurs détecteurs tout le tour. On est un petit peu en mode panique. Donc, ce qui arrive, moi, je suis avec le groupe d'acquisition de données. Donc, mon rôle est d'essayer d'acquisitionner toutes ces données-là et de donner ça aux scientifiques. Donc, il faut trouver des moyens de le faire. Donc, pour faire fonctionner tout le système, on a plusieurs modes de programmation. Donc, en gros, comment est-ce que les données traversent? On commence avec des détecteurs qui génèrent nos données. On a un système d'acquisition qui envoie ça à des ordinateurs d'analyse et ensuite, on va stocker le tout. On a aussi des programmes qui gèrent l'accélérateur et les ondulateurs. L'accélérateur et les ondulateurs, c'est quelque chose qui fonctionne à plusieurs mégawatts. C'est des gros aimants extrêmement puissants. Si jamais il y a un problème avec les aimants, si jamais il y a un problème avec l'accélérateur, ça peut exploser, ça peut briser, ça peut faire des dommages. Et donc, ça prend des systèmes de contrôle qui sont capables de contrôler où sont les électrons, quelle est la puissance générée pour, en cas de problème, puisse éteindre l'accélérateur sans danger. Donc, on a besoin de programmeurs pour tout ça. Au niveau des détecteurs et de l'acquisition, on parle surtout de programmation bas niveau. Donc, la programmation en C, en assembleur, C++, pour essayer de contacter, de parler avec les détecteurs pour être capable de sortir les données. Donc, ça ici, c'est quelques-uns de nos détecteurs, de quoi ça a l'air. Donc, on a vu celui qui est à votre droite. Celui qui est à gauche, en fait, c'est l'enclos où est-ce qu'on reproduit le système, les conditions à l'intérieur des étoiles. Donc, ça donne un petit peu de brillance comme ça.
Et le détecteur sur lequel je travaille, moi, c'est celui en bas à gauche. On parle aussi de faire de l'analyse et du stockage de big data. Donc, si données massives, ça n'existe pas juste avec Facebook et Google. Des données massives, vous avez vu, on a des pétabytes et des pétabytes de données à analyser et à stocker. Les images qu'on prend, ça ressemble à ce qu'il y a en haut à gauche. Et il faut faire une reconstruction du système pour obtenir ce qu'il y a à droite. Et avec ce qu'il y a à droite, les physiciens, les chimistes, les génies du matériau sont capables de comprendre les caractéristiques des matériaux qu'ils ont observés. Ce n'est pas du tout ma spécialité, je ne peux pas vous dire c'est quoi ça. Ensuite, il y a tous les systèmes de contrôle d'accélérateurs et d'ondulateurs qui ont besoin aussi d'être programmés. Et ça doit être beaucoup de sécurité et beaucoup de contrôles qui sont fournis aux utilisateurs pour qu'ils puissent changer les paramètres du laser pour faire différentes expériences. Ça ici, c'est notre accélérateur de cuivre. Et l'accélérateur n'est pas dans le gros tuyau. Le gros tuyau en bas, c'est le tuyau qu'on utilise pour faire l'alignement de l'accélérateur de 3 km. Et en fait, c'est parce que quand cet accélérateur-là a été construit, en 1966, les lasers n'existaient pas. On ne les avait pas encore inventés. Donc, il fallait qu'ils utilisent d'autres techniques pour faire l'alignement de l'accélérateur. Et c'est pour ça qu'il y a un gros tuyau comme ça. Le petit tuyau sur le dessus, ça, c'est l'accélérateur. Et ce que vous voyez, les projections en cuivre carré, ça, c'est des conducteurs de micro-ondes. On a plusieurs centaines de micro-ondes à l'étage du dessus, et c'est les micro-ondes qui poussent les électrons dans l'accélérateur. Ce n'est pas des micro-ondes comme dans votre cuisine. Ils sont un petit peu plus puissants. Ça, c'est le hall d'ondulateur. Donc, là-dedans, il y a des aimants. Et comme j'ai mentionné tantôt, ces aimants-là vont faire danser les électrons de gauche à droite pour émettre de la lumière. Et ça, c'est le nouvel accélérateur supraconducteur qu'ils sont en train de mettre en place. Cette photo-là date de moins d'1 mois. Donc, ils sont en train d'installer les différentes pièces qui vont servir à nous faire 4 TB par seconde de données. Et finalement, nos utilisateurs, on ne fait pas beaucoup d'expériences nous-mêmes. En fait, on a un service qu'on offre aux scientifiques, un peu comme les télescopes offrent un service à différentes équipes de scientifiques qui viennent faire des observations. Et donc, nos utilisateurs ne sont pas des experts en accélérateur, ce ne sont pas des experts en laser, ce sont des experts dans les molécules et les atomes qu'ils viennent observer. Donc, il faut leur fournir une expérience utilisateur pour qu'ils puissent être capables d'interagir avec les différents éléments, que ce soit pour le stockage, pour l'analyse ou pour le contrôle de l'accélérateur et de l'ondulateur. Donc, les choses qu'on fait à LCLS, en haut à gauche, on a trouvé des moyens d'améliorer les cellules photovoltaïques. On a aussi, au centre en haut, on a des protéines qu'on est capable d'observer la forme et de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques pour des médicaments. En haut à droite, c'est la nouvelle vue sur la photosynthèse. On n'avait jamais trouvé avant comment la photosynthèse réussissait à casser des molécules d'eau. Et maintenant, on le sait, c'est publié. En bas à droite, donc on a des buckyballs de carbone, pour ceux qui sont familiers. Donc, le carbone est un élément qui est très flexible et on fait des structures 3D avec ça. Et on a réussi à observer différentes choses avec ça, différentes formes de carbone. Et aussi, on s'amuse avec des dinosaures et des petites voitures. Honnêtement, ça ici, c'est quelque chose qui est dans les laboratoires, mais je n'ai aucune idée de l'histoire derrière, mais j'adore la photo. Donc oui, on a des dinosaures et des voitures qui sont installées dans nos labos. On a aussi quelques bonhommes sourires sur différents détecteurs. Donc, les scientifiques ont un sens de l'humour assez cocasse. Pour ceux qui... Est-ce qu'il y en a des gamers ici? Qui ici a des gamers qui ont des... Hein? Donc, on fait de l'analyse de grosses données, de données massives. On a besoin de beaucoup d'ordinateurs et d'ordinateurs très puissants.
Donc, on joue avec des superordinateurs. Donc, celui-là, c'est le plus puissant au Canada, à Simon Fraser, en Colombie-Britannique. Donc, 27 000 cores et 190 terabytes de RAM au total, 64 petabytes de disque, d'espace disque. On a 584 GPU là-dessus et ça utilise 560 kilowatts. Gros ordinateur, hein? Ça, c'est celui avec lequel on s'amuse. Summit, aux États-Unis, à Oak Ridge. 9216 Power 9 cores, 7313 terabytes de RAM. 10 petabytes d'espace disque, mais ça, c'est en croissance, ils sont encore en train de l'améliorer. C'est l'autre chiffre qui est très intéressant, 27 648 GPU NVIDIA. Et ça, c'est des GPU qui sont faits exprès pour faire du machine learning. Et ça utilise 13 mégawatts. Je rappelle que l'autre, c'est en kilowatts. Celui-là utilise 13 mégawatts. Donc, c'est vraiment des aspects démesurés en science. On fait vraiment de la programmation démesurée. Ça, juste pour terminer, je vous présente deux autres projets qui utilisent aussi des grosses données. Fait que ceux qui sont plus intéressés astrophysique. On a le James Webb Space Telescope qui va être lancé bientôt. Il va collectionner beaucoup de données, il va avoir beaucoup de traitements d'images à faire. Et on a aussi le Large Synoptic Survey Telescope qui est en train d'être construit, qui va faire l'inventaire des étoiles dans tout l'hémisphère sud. Ça va faire beaucoup de données aussi. Donc ça, c'est deux autres projets scientifiques que je voulais présenter, juste pour dire, il n'y a pas juste les gros lasers, il y a plein de projets. Donc, pour ceux qui s'intéressent en astrophysique, il y a ça ici. Et bien sûr, on parle en technologie, en sciences, en physique et en génie particulièrement, le nombre de femmes est quand même très limité. Donc, le SLAC National Accelerator Lab, donc où est-ce que notre laser est, on a invité 20 jeunes femmes l'été passé à venir passer une semaine avec nous. Et donc, pour essayer de les encourager à essayer la science. Donc, ça a été une expérience vraiment fabuleuse. Et cette année, ils veulent en inviter 40. Donc, on fait beaucoup d'efforts aussi pour faire le recrutement. Donc, ce sont tous des filles du secondaire qui viennent des écoles du secondaire de la région, en Californie. Donc, ça fait le tour, vite fait, de ce que je voulais faire. Je voulais pas vous lancer trop de trucs techniques, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Et merci beaucoup d'avoir passé la journée ici et d'être resté jusqu'à la fin. Oui, juste rapidement, c'est où le lab où tu travailles, dans le fond? C'est-tu à Montréal ou... Non, c'est en Californie. Okay. Fait que toi, tu es basé là-bas, puis tu travailles vraiment là-bas à Stanford, dans le fond? Ou... Oui, je travaille à Stanford, je fais mon post-doctorat à Stanford. Cool. Non, je n'étais pas sûr s'il y avait des trucs basés à Montréal là-dessus. Non, je ne suis pas présentée. En fait, je voulais me concentrer sur la science, je ne me suis même pas présentée. En fait, j'ai fait mon doctorat à l'Université de Sherbrooke. Et mon post-doctorat, j'ai été invitée à aller travailler sur le projet de LCLS2 à Stanford. D'autres questions? Bonjour. Tantôt, vous avez dit qu'il y avait des équipes de chercheurs qui faisaient des expériences sur le laser 6 mois par année. Qu'est-ce qui se passe les 6 autres mois de l'année? En fait, c'est des réparations souvent. Donc, présentement, on est complètement fermé pour plus qu'1 an. Donc, 1 an et 18 mois environ au total, le temps qu'on installe le nouvel accélérateur. Mais pour de 2009 à 2017, il fonctionnait 3 mois, fermait 3 mois, fonctionnait 3 mois, fermait 3 mois environ. De manière à avoir le temps de faire des réparations puis de faire la maintenance de l'accélérateur. L'accélérateur a quand même été construit en 1966, donc il y a quand même quelques morceaux des fois qu'il faut changer avant qu'il y ait des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il fonctionnait juste 6 mois par année. Merci. Moi, ma question, c'est plus au niveau du matériel, étant donné que
c'est en Californie, dans la région de San Francisco, il y a beaucoup de tremblements de terre. Oui. L'alignement, je présume, doit être assez précis pour que l'accélération se fasse bien. Comment est-ce que vous gérez ça? OK. Donc, c'est sûr, oui, on a beaucoup c'est une région à risque de tremblement de terre. L'accélérateur est aligné de manière à ce que les petits tremblements de terre de la faille ne le brisent pas directement. Par contre, s'il y a un gros tremblement de terre, c'est fini, il n'y a plus d'accélérateur. On ne sera pas capable de le réparer. Mais justement, dans le gros tube, maintenant, on utilise des lasers et il y a des pistons. Donc, on peut les voir aussi ici en bleu dans l'ondulateur, parce que l'ondulateur aussi doit garder, être exactement au niveau. Donc, les pistons changent de hauteur. Et ça aussi, c'est géré par logiciel. Donc, d'observer quand il y a un tremblement de terre qui change un petit peu comment est-ce qu'ils sont alignés, on réajuste l'alignement. Pendant un tremblement de terre, tout fait en automatique. Et il y a autre chose que je voulais dire aussi. Oui, donc tout ça, c'est géré par ordinateur. Donc, s'il y a un problème de contrôle, il faut que ça réagisse assez rapidement. En fait, si on est capable de réagir assez rapidement, on pourrait compenser pour des petits tremblements de terre en fonction, mais ils ferment tous en même temps. Je vois que la réussite des femmes en sciences vous intéresse particulièrement. Quels conseils vous auriez pour les gens qui sont secondaires, qu'on pourrait passer à nos amis, nos familles, de votre expérience? OK. Donc, mon conseil change un peu selon l'âge. Donc, pour des personnes d'âge du primaire, secondaire, je dirais premièrement, soyez curieux, restez ouverts d'esprit. Allez faire des expériences, allez lire, parce que la science, c'est pas juste cantonné à un petit espace, c'est très, très large. Il y en a pas mal pour tous les goûts. Fin de secondaire, cégep et université, je dirais vraiment aux filles, osez essayer. Donc, ce n'est pas la première fois que je suis sur la scène ici. Il y a 3 ans, j'étais sur la scène pour un lightning talk de 5 minutes. Il y en a qui s'en souviennent. Donc, quand je suis allée me présenter, j'ai dit, est-ce qu'il reste de la place pour les lightning talks? Ils m'ont dit, oui, on a juste une autre personne. Il n'y a personne d'autre qui avait osé se lancer sur la scène pour faire un lightning talk. Mais il faut en faire, il faut essayer. Et maintenant, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise de parler devant un public. Donc, c'est une question de pratiquer. Même chose, j'aurais jamais été au CERN, j'aurais jamais été à SLAC si j'aurais pas osé demander, « Hey, est-ce que ça serait possible pour moi d'y aller? Est-ce que tu as quelque chose pour moi que je pourrais faire qui serait intéressant? » Donc, de discuter, de poser la question. On a eu un talk ce matin sur ce sujet-là. Donc, oser demander. Au pire, la réponse, c'est non. Donc, ce serait vraiment ça mes 2 conseils. Restez curieux et osez essayer. So, pardon my broken French. Is laser X safe enough to be used on live cells? No, not this laser. It's very, very powerful, and we actually call the process diffraction before destruction. There is no cell after the laser's been through with it. However, I mentioned earlier that we could keep spiders alive. So there was actually an experiment on spider silk. So spider silk comes out of the spider, it's liquid, and then it solidifies, and they wanted to study that. But I need a live spider. So they put the live spider in the system, and they pulled the web and had it image the web, and the spider survived the process. So right next to the laser is safe-ish. But inside the laser, it's so energetic that it will destroy everything. So don't put your hand in it. Does that answer your question? What does the 0.2 lasers is going to bring you? The LCLS-2? I'm going to answer in English since the question was in English. LCLS-2, what it brings more is the fact that it has 1 million pulses per second, and the fact that those pulses are actually narrower, so the flash is faster. So we can capture smaller things that last less in time,
And because we actually have 1 million pictures a second, we'll be able to collect more data and get rid of more noise. So we'll be able to see smaller things, faster things, and actually make movies out of the pictures that we get. You saw in the movie, they talk of LCLS as having like almost atomic scale, but LCLS2 will have atomic scale. So it's just a better instrument. Like, why do you want a Galaxy S9 if you had a Galaxy S3? Because it's a much better phone. So similar idea. That's badass. D'autres questions? Je me demandais, c'est quoi l'impact sur l'environnement dans la communauté où il y a le laser, dans le fond? L'impact sur la communauté est relativement mineur comparé à d'autres expériences. Donc, ça a été construit en 1966. À ce moment-là, il n'y avait rien du tout à cet endroit-là. Et en fait, c'est un tunnel qui est creusé sous terre. Et fait intéressant, ils ont construit le viaduc de l'autoroute avant que l'autoroute soit construite pour être sûr que la construction n'interférait pas avec le fonctionnement de l'accélérateur. Là où est-ce que l'accélérateur a un effet sur l'environnement à ce moment-ci, c'est surtout à la consommation énergétique. Donc, ça prend beaucoup d'énergie pour accélérer les électrons dans ce système-là, et les ondulateurs, et ensuite tous les détecteurs et les machines, les nœuds de calcul. Donc, tout ça, ça consomme une énergie substantielle. Donc, ça, je dirais que c'est le principal impact sur l'environnement. Mais comparé à d'autres systèmes qui existent dans le monde, je pense que les bénéfices vaut le coup pour l'environnement. Et c'est aussi une autre raison pourquoi on passe au supraconducteur. Le supraconducteur va permettre d'avoir plus d'énergie pour moins de consommation dans notre laser. L'autre aspect qui n'est pas à négliger du côté environnemental, c'est que nos détecteurs utilisent des métaux rares qui sont très coûteux à l'environnement pour les extraire. Donc, j'aimerais ça pousser pour avoir un meilleur programme de recyclage pour les métaux rares, mais ce n'est pas des détecteurs qui existent en grande quantité comme les téléphones. Fait que ça reste quand même mineur dans le tout, mais il y a des exercices qui sont faits pour essayer de diminuer le coût environnemental des gros systèmes comme ça. Merci beaucoup, question intéressante. OK, j'ai la question ici en avant. Quels sont les matériaux qui sont utilisés dans les détecteurs? Le matériau principal, c'est le silicium, mais on a aussi tout ce qui est lithium. On a aussi beaucoup de choses qui sont dans les matériaux rares, qui sont dans le bas du tableau, le lutécium, l'yttrium. Ce sont des choses qui sont aussi utilisées dans ce genre de détecteurs-là. Et bien sûr, l'or, l'argent, qui sont utilisés beaucoup dans les connecteurs. Juste une petite question, juste à propos du projet même. Ça prend beaucoup de labor, ça prend beaucoup de matériel. C'est qui subventionne ça? Puis, environ combien de personnes travaillent sur ce projet-là? Parce qu'il y a logiciel, codeur, recherche, puis tout ça. Fait. Bon, ça va être des estimés parce que je n'ai pas les chiffres par cœur. Première question, qui subventionne ça? Dans ce cas-ci, c'est principalement le gouvernement américain, donc le Department of Energy, qui, dû aux conditions politiques présentes, vient de subir une autre coupure de 20 de ses montants. Donc, c'est possible que les activités soient restreintes dans les prochaines années, mais principalement, c'est le gouvernement américain pour celui-là. Par contre, il y a plein de petites subventions qui servent à faire, par exemple, les détecteurs qui vont provenir d'universités. Mais c'est vraiment, je dirais, 95 de l'argent public qui sert à faire ça ici. Et en passant, on a des sources similaires au Canada. Il y a un synchrotron au Canada aussi qui est subventionné par le gouvernement canadien. L'autre question, c'était par rapport à... Ah oui, combien il y a de personnes? Combien il y a de personnes au laboratoire? Oui, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre sur LCLS2 est d'environ peut-être le monde permanent d'à peu près 500 personnes pour le LCLS permanent, LCLS et LCLS2. Présentement, on a plein de contracteurs qui sont en train de travailler, fait que ça rajoute peut-être un autre 500 personnes. Au labo complet, on est quelques milliers, 2000 ou 3000. Et après ça, tous les utilisateurs qui viennent de partout dans le monde, ça, c'est un autre quelques mille. Donc, ça devient beaucoup. Une autre question, une dernière question? Non? Donc, merci beaucoup, Audrey.
Merci à vous.